Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances bien reposantes et que vous êtes fin prêts, très frais pour repartir pour la dernière ligne droite de cette année scolaire, dernière ligne droite qui va durer quand même 2 mois. Donc j'espère que vous êtes en forme. Nous, on va repartir aujourd'hui, bien sûr, de notre leçon de géographie qu'on avait entamée avant les vacances. Une leçon de géographie, rappelez-vous, qui portait sur les espaces à forte contrainte naturelle, c'est-à-dire des espaces qui sont habités par l'homme, mais avec de très faibles densités de peuplement, à cause de ces fortes contraintes naturelles qui peuvent être le froid, qui peuvent être également d'autres choses. On avait vu l'exemple ensemble du Groenland. Là, la contrainte naturelle, c'est effectivement ces températures polaires, ce sol gelé une grande partie de l'année, donc qui gêne effectivement l'installation des hommes sur ce territoire. Alors des hommes qui sont quand même présents, on l'avait vu au Groenland, ils sont présents en faible quantité certes, mais ils sont présents quand même, ils parviennent à contourner, à s'acclimater à ces contraintes naturelles-là, et puis à profiter aussi des atouts que leur offre cet environnement-là. On avait également réalisé, souvenez-vous, lors de la dernière séance, un croquis de paysage. On s'était déjà entraîné en classe ensemble quand on avait fait Londres et Lagos, souvenez-vous, sur le croquis de paysage. On va reprendre le même type d'exercice avec un deuxième exemple d'espace à forte contrainte naturelle. C'est l'Arabie Saoudite. Alors en Arabie Saoudite, vous allez voir, ce sont d'autres contraintes naturelles. Vous allez découvrir ça à partir de documents que je vais vous mettre en pièce jointe sur mon bureau numérique. Les voici, je vous les montre tout de suite. Donc c'est extrait d'un manuel scolaire qui n'est pas le vôtre. Je n'ai pas trouvé ce qui me convenait dans votre manuel scolaire et j'étais surtout pas sûr que tout le monde ait récupéré son manuel scolaire avec lui avant le confinement. Donc c'est pas grave, je vous mets ça en pièce jointe. Normalement la qualité est assez bonne pour observer, pour zoomer. Donc un premier document, en fait c'est 2 pages. La deuxième page la voici, où il y a 3 autres documents. Donc 5 documents pardon, au total, qui vont vous être utiles pour répondre à un questionnaire, donc sur le même modèle que l'on avait fait pour le Groenland. Donc je vous ai mis en lien le questionnaire en question, le formulaire de questions à répondre. Donc n'oubliez surtout pas de valider votre questionnaire. Certains ont validé trop tôt, avant la fin, ou ont eu des petits soucis et ont dû me redemander. Donc faites bien attention, relisez-vous bien, et une fois que tout est complété, vous validez et vous revenez donc à la vidéo pour la correction. Donc vous pouvez faire pause, aller voir les documents et le questionnaire. On se retrouve juste après pour la correction. À tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons pour la correction de ce questionnaire que vous venez de compléter sur mon bureau numérique. Alors, surtout faites-le consciencieusement puisque je vous ai dit que je relèverai les élèves n'ayant pas fait le travail consciencieusement et j'en avertirai évidemment votre professeur principal, pardon, Monsieur Mata. Alors, pour la correction, on va procéder de la même manière que l'on avait fait pour le Groenland. C'est-à-dire qu'on va reprendre le tableau. Alors, vous vous souvenez, vous aviez fait un tableau avec une série de lignes. Alors là, on ne voit pas toutes les lignes sur cet écran-là, on verra les suivantes après. Mais vous aviez fait une première colonne avec le Groenland. On va en faire une deuxième, logiquement, pour l'Arabie Saoudite. Vous ne l'aviez pas encore faite, vous pouvez la rajouter à côté de celle du Groenland. Alors, première question qu'on va se poser, c'est où se situe ce lieu? Quelle est donc la situation du lieu que vous avez étudié à partir des documents? Alors si on regarde la photo en elle-même ne nous renseigne pas énormément sur où ça se situe. Pour ça, il fallait utiliser ce qu'il y a en dessous de la photo, toujours, les informations sont souvent en dessous, et puis la petite carte qu'il y a en haut à droite, qui peut nous être grandement utile également. Alors, où sommes-nous? Eh bien, visiblement, nous sommes dans une ville qui est également un oasis. Alors, ce mot oasis que vous voyez en rouge, qui est dans le vocabulaire, on reviendra dessus, je réexpliquerai un peu après. On est dans une ville et un oasis qui s'appelle Al-Ula, ou Al-Ula, mais je pense plutôt que le U se prononce OU dans la langue arabe. Donc Al-Ula. Alors, c'est où Al-Ula?
Eh bien, si on regarde la carte, on a un petit point là qui nous situe Alula, et Alula, c'est dans un pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite, plus particulièrement au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. On est proche de la mer Rouge, mais je ne vous demande pas de la mentionner parce que la ville en elle-même n'est pas bordée par la mer Rouge. La mer Rouge n'est pas très loin, mais on ne peut pas dire que Alula est bordée par la mer Rouge. Vous voyez qu'il reste du territoire entre le point et le littoral. Le dernier point qu'on peut aborder, c'est sa localisation sur la planète, l'Arabie Saoudite. Si on dézoome un petit peu, on est sur le continent asiatique, plus particulièrement dans une région qu'on appelle le Moyen-Orient. Donc vous pouvez noter ça dans votre case ici à droite. Nous sommes à Alula, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, et nous sommes sur le continent asiatique. Alors, quel type de contraintes naturelles retrouve-t-on à cet endroit? Alors évidemment, on est sur une toute autre latitude sur la planète, hein, on est beaucoup plus proche de l'équateur, donc évidemment, on ne va pas avoir des problèmes de température polaire ici. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de fortes contraintes naturelles. Alors quelles sont-elles? Eh bien, on en avait la réponse ici, dans le document 2, où on nous dit que c'est un climat qui est marqué par l'aridité. Alors peut-être que certains d'entre vous savaient ce que c'était que l'aridité. Pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, le mot est en rouge, c'est-à-dire qu'il fallait aller voir dans le vocabulaire. Alors, l'aridité, c'est tout simplement un lieu où on manque d'eau. Il y a de très faibles précipitations, c'est-à-dire de très faibles pluies. Hein, on manque d'eau dans l'année. Il y a des très fortes chaleurs également. On vous dit que la chaleur peut monter à 50 degrés. Donc vous comprenez bien ici qu'on est face à un type de contrainte naturelle qu'on appelle plus familièrement le désert. Alors attention, quand on parle de désert, le désert peut être à la fois chaud comme froid. Hein, un désert a pour point commun, qu'il soit froid ou chaud, de manquer d'eau. Hein, un endroit désertique, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau et donc peu de végétation. Alors je le disais également sur les types de désert chaud, désert froid. Quand on parle de désert et surtout de désert chaud, on a tout de suite en tête les dunes de sable qu'on trouve au Sahara. Alors sachez-le quand même que la grande majorité des déserts chauds sont des déserts rocailleux, rocheux, avant d'être des déserts de sable. Le Sahara en lui-même d'ailleurs, la plus grande partie de la surface du Sahara est un désert rocheux et non pas sableux. Donc vous pouvez le noter effectivement donc dans la case en dessous, la ligne en dessous. La principale contrainte naturelle, c'est un climat non pas polaire ici, mais désertique, c'est-à-dire de forte chaleur, environ 50 degrés. Alors ça peut descendre un petit peu, hein, évidemment en hiver et notamment la nuit, les températures sont plus basses, mais en journée et à la saison estivale, les températures sont très élevées et on a surtout le plus gros problème, c'est ce problème d'aridité, donc de manque d'eau de pluie. Alors, on passe à la suite. Et maintenant, on va parler de l'adaptation des populations. Comment des populations parviennent-elles, puisqu'on voit que ce lieu est habité malgré tout, hein, il n'est pas complètement vide d'hommes, on voit qu'il y a une ville d'ailleurs. Alors, comment ces populations se sont-elles adaptées à ce climat très compliqué, qui n'est pas froid, mais qui est trop chaud, trop sec? Comment les habitants parviennent-ils à vivre sur ce territoire? Alors, on a besoin à nouveau de ce document 2 qui nous renseigne un petit peu sur l'histoire de ce lieu et sur ses premiers habitants. Comme premiers habitants qui sont venus peupler l'Arabie Saoudite. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure d'ailleurs sur le nom de ce pays. Pourquoi l'Arabie Saoudite? Puisqu'à l'origine, ce pays s'appelait tout simplement l'Arabie. Hein, cette zone de la terre s'appelait l'Arabie ou le désert d'Arabie. Parce que le peuple qui vivait là s'appelait les Arabes, hein, un peuple qui aujourd'hui s'est propagé dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique du Nord. C'est là aussi qu'est née la langue arabe. Alors pourquoi Arabie Saoudite? Pourquoi ce deuxième mot? Eh bien tout simplement parce que au début du XXe siècle, une famille s'est imposée au pouvoir et depuis a confisqué ce pouvoir, le transmet de père en fils, c'est la famille des Saouds. Donc voilà pourquoi l'explication d'Arabie Saoudite.
Alors, comment se sont acclimatées les premières tribus, premières populations qui sont venues habiter ce lieu? Eh bien, on vous dit, et ça c'est assez intéressant de constater que, alors que le climat est différent, eh bien, on a le même type de mode de vie qu'au Groenland à l'origine, c'est-à-dire un mode de vie nomade. Le mode de vie nomade a un intérêt, c'est que comme on se déplace, on peut suivre à la fois les troupeaux quand il s'agit de faire de la chasse, on vous le mentionne ici, on suit également euh, les, euh, les espaces qui contiennent de l'eau. On est à la recherche d'eau. Si vous êtes dans un lieu fixe et que vous êtes sédentaire, une fois que l'eau a été consommée, eh bien vous en manquez. Donc c'est un risque de se sédentariser. Alors à l'époque, quand on manquait de certaines techniques, notamment de forage, eh bien tout simplement on avait un mode de vie nomade. On vous dit, on parle de nomadisme, donc par la chasse, la cueillette, mais également l'élevage. Et l'élevage s'est développé dans cette région du monde, c'est l'élevage de dromadaires. Et oui, ce sont des camélidés, hein, donc la même famille que les chameaux, et ces dromadaires sont des animaux très résistants à la chaleur, hein, qui stockent l'eau dans leurs bosses, hein, vous le saviez peut-être, et qui permettent, contrairement aux chevaux qui ont besoin beaucoup plus d'eau, qui permettent de voyager, de se déplacer à travers ce désert que vous apercevez ici à l'arrière-plan, et vous le voyez, on a bien affaire à un désert rocheux. Alors, deuxième façon de s'acclimater, de s'adapter à ce climat, c'est en profitant des rares zones où on trouve de l'eau. Et ces zones où on trouve de l'eau, où l'eau jaillit, soit sous forme de rivière, soit sous forme de nappe phréatique, je reviendrai sur ce mot après, eh bien, c'est ce qu'on appelle les oasis, hein. Avant d'être une boisson sucrée qu'on affectionne, eh bien, les oasis, c'est d'abord un lieu géographique où l'eau jaillit et permet, vous le voyez autour de ce petit étang qu'on voit ici, qui permet la culture et donc forcément la vie et la sédentarisation, puisque ici on a de l'eau qui jaillit naturellement du sol. Alors comment et d'où vient cette eau? Eh bien pour le comprendre, il faut peut-être, vous le voyez ici encore sur cette photo, on a un système de pompage, alors pas forcément très profond, vous voyez que c'est assez rudimentaire, hein, avec quelques tuyaux et on pompe l'eau, et ce qui permet ensuite de faire des cultures, alors ici les cultures de palmiers notamment. Alors d'où vient cette eau? Et je le disais, il faut d'abord revenir sur la base, c'est-à-dire le cycle de l'eau. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on appelle le cycle de l'eau? Eh bien tout simplement, sur les océans, que vous voyez ici à droite de cette image, euh, au-dessus des océans, une partie de l'eau des océans s'évapore, c'est-à-dire se transforme en vapeur d'eau, en gaz. Ces nuages de vapeur euh, se déplacent et atteignent la Terre et vont se refroidir. Et l'eau qui se refroidit, alors qu'elle est un gaz, lorsqu'elle se refroidit, devient de l'eau liquide. Alors, ça peut être sous forme de pluie, ça peut être également un peu plus solide sous forme de neige, et cette eau tombe sur la Terre. Qu'est-ce qui lui arrive ensuite? Eh bien, elle va ruisseler, c'est-à-dire couler, si vous préférez, soit dans les rivières, soit dans les lacs, dans les fleuves, et une certaine partie de cette eau va s'infiltrer dans la Terre et va être stockée, prisonnière, si vous préférez, prisonnière dans cette terre, dans ces roches qu'il y a dans la terre, dans ce qu'on appelle des nappes phréatiques ou nappes d'eau souterraines. Donc elles sont bloquées. Alors ces nappes d'eau souterraines sont plus ou moins importantes, sont plus ou moins profondes également. Et lorsqu'elles sont très proches de la surface, eh ben, ça permet de les capter plus facilement. Et c'est ce qui se passe dans les oasis des déserts, notamment en Arabie Saoudite, où des hommes ont pu s'installer et profiter de ces nappes phréatiques qui sont très proches de la surface et qui peuvent s'exploiter facilement. Donc vous pouvez le noter dans votre case. Donc premier type d'adaptation à la contrainte naturelle, c'est le nomadisme. Donc même chose qu'au Groenland. Alors là, on ne se déplace pas en chien de traîneau, on ne se déplace pas en motoneige, mais on pratique la chasse, on pratique la cueillette et on pratique l'élevage de dromadaires qui permet donc ces déplacements. Et il y en a encore des tribus, elles sont beaucoup plus rares aujourd'hui, mais il y a encore des gens en Arabie Saoudite qui vivent du nomadisme.
Alors avec la modernisation, et pas forcément quelque chose d'ailleurs de très récent, hein, même au Moyen Âge, on a des villes, des gens qui se sédentarisent, des villes qui se construisent autour des oasis. Donc deuxième façon de s'adapter à la contrainte, c'est de profiter des rares oasis, c'est-à-dire cette eau qui est présente dans de rares lieux, soit par la présence d'une rivière, soit par la présence, je le disais, de nappes phréatiques dont assez proches pardon, de la surface. Alors, quels sont les atouts de ce lieu? Parce que jusque-là, c'est vrai que quand on voit qu'il fait 50 degrés, que c'est très sec, que l'eau est rare, on a du mal à trouver les atouts de ce lieu. Eh bien, là aussi, à l'instar de ce qu'on a observé pour le Groenland, là aussi, les atouts sont cachés. Cachés où? Eh bien, cachés dans le sous-sol. Vous le savez peut-être, mais cette région du Moyen-Orient, que ce soit l'Arabie saoudite ou ses voisins, notamment les Émirats arabes unis, avec la ville de Dubaï, avec le Qatar, avec Bahreïn, le Koweït, tous ces pays-là sont des pays dont le sous-sol est très riche en hydrocarbures, c'est-à-dire du gaz, mais aussi et surtout du pétrole. Le pétrole, c'est une matière un peu visqueuse, noire visqueuse, euh, que l'on va chercher dans les sous-sols de la Terre. Alors ça peut être sous l'eau, dans le sous-sol marin, ou ça peut être tout simplement en sous-sol classique, hein, comme vous le voyez sur cette photographie. Et ce pétrole peut être utilisé pour un grand nombre de productions, que ce soit pour les carburants des voitures, des avions, les différents types de carburants qu'on utilise, mais également pour toutes les matières plastiques que l'on fabrique. Pensez-y, hein, mais tout le plastique, votre ordinateur ou votre téléphone avec lequel vous écoutez en ce moment cette vidéo, eh bien, est fabriqué en partie avec des extraits de pétrole. Donc ça, c'est une première ressource intéressante et un premier atout de l'Arabie saoudite, du sous-sol de l'Arabie saoudite. J'étais un petit peu vite, je remets. Autre atout, c'est toujours ces nappes phréatiques, mais des nappes phréatiques qui sont plus profondes et qui nécessitent une technologie un peu plus importante. Alors cette technologie s'est développée notamment grâce à l'argent du pétrole. Aujourd'hui, les Saoudiens, donc les habitants de l'Arabie saoudite, sont capables d'aller chercher l'eau bien plus en profondeur qu'on le faisait traditionnellement dans les oasis où l'eau jaillissait à quelques centimètres en dessous de la surface de la Terre. Là, vous voyez, par ce forage, vous voyez ici cette pompe qui va forer en profondeur, eh bien, on arrive à faire remonter l'eau et ensuite à la réutiliser très rapidement, hein, avec cette rampe d'aspersion. On va asperger le sol et ça va donner ces paysages assez surprenants de culture circulaire, hein. Alors, je vais vous montrer, vue du ciel, ce que ça donne. C'est assez impressionnant. Vue par satellite également. Alors là, c'est une vue plutôt aérienne ou par hélicoptère, où vous voyez ces immenses jardins, ces immenses potagers. Alors, on y cultive de la tomate, on peut cultiver d'autres fruits ou légumes. Et cette eau vient directement du sous-sol. Alors, on n'a pas l'impression, quand on regarde le paysage alentour, qu'il y a de l'eau, mais l'eau, elle est en profondeur et cette eau vient des pluies euh, qui sont tombées. Alors, certes, elles sont rares, ces pluies, puisqu'on a dit que c'était un territoire aride, mais des pluies qui ont pu tomber il y a des dizaines ou des centaines d'années et qui sont restées stockées dans le sous-sol qu'on n'avait pas utilisé parce que c'était trop profond. Alors, dernier atout, et non des moindres, en Arabie saoudite, on est dans un pays où il fait très chaud, on est dans un pays où il fait très sec. Donc s'il fait très sec, c'est qu'il y a peu de pluie, peu de nuages. Et donc peu de nuages, ça veut dire aussi beaucoup de soleil. Et aujourd'hui, le soleil, on sait s'en servir grâce aux panneaux photovoltaïques, aux panneaux solaires qui produisent de l'énergie, qui produisent notamment de l'électricité. Donc c'est très intéressant pour un pays qui est fortement ensoleillé comme l'Arabie saoudite de construire d'immenses parcs solaires, comme ça qu'on désigne ces immenses zones où on implante des panneaux solaires. Alors on peut en implanter sur les toits des maisons, hein, comme vous l'avez peut-être déjà vu en France, mais dans ce territoire désertique qui est inexploité, eh bien on peut y installer, vous voyez, ces immenses panneaux solaires qui permettent de produire de l'électricité et finalement de faire d'un endroit à forte contrainte un endroit finalement doté de certains atouts. Alors ces atouts, on va les résumer
ici dans cette case. Donc vous pouvez mettre les réserves de pétrole, ce qui fait aujourd'hui la principale ressource financière de l'Arabie saoudite. Mais l'Arabie saoudite, ça devient également un pays agricole grâce à l'exploitation des nappes phréatiques profondes, cette fois. Et enfin, le dernier atout, c'est un ensoleillement important. Alors, on va passer à la dernière, avant-dernière case, puisque le croquis de paysage, vous aurez à le faire lors de la deuxième séance, ce sera sans doute vendredi. Alors, quels sont les risques sur l'environnement? Parce qu'on l'avait vu pour le Groenland, l'exploitation notamment du pétrole en mer, il y a des risques de marée noire et des risques directs sur la faune et la flore marine notamment. Alors là, pas forcément de problème de marée noire en Arabie saoudite puisque ça ne se fait pas en mer. Quels sont les principaux problèmes que connaît l'Arabie saoudite? Eh bien, le principal problème, c'est notamment lié à l'eau. On sait qu'en Arabie saoudite, on manque d'eau. Donc les Saoudiens sont allés chercher l'eau qu'ils ne pouvaient pas atteindre auparavant dans le sous-sol, dans les nappes phréatiques. Sauf que là, vous le voyez ici dans votre légende, et notamment la dernière partie de la légende, on vous dit que ces nappes phréatiques sont surexploitées et sont en voie d'épuisement. Évidemment, ces nappes souterraines qui ont été remplies par des dizaines et des dizaines d'années de pluie qui étaient assez rares, hein, donc forcément ça se renouvelle assez lentement par rapport aux nappes phréatiques qu'on pourrait trouver par exemple en France ou chez nous dans l'est de la France. Évidemment, en Arabie saoudite, comme il pleut peu, les nappes phréatiques se remplissent doucement et ça met du temps pour les remplir. Donc si vous les exploitez de trop, si vous les surexploitez, en arrosant une terre désertique qui à l'origine n'est pas vraiment faite pour faire de l'agriculture, eh bien vous surconsommez et vous risquez d'épuiser ces nappes phréatiques. Donc c'est un danger pour l'environnement forcément que cette eau naturelle finisse par s'épuiser. Alors, l'une des solutions, vous la voyez, je l'ai inscrit ici dans la case, l'une des solutions qui a été trouvée, c'est d'utiliser une eau qui, elle, est là en abondance, parce que les Saoudiens ne sont pas bêtes, savent que la ressource des nappes phréatiques commence à s'épuiser et qu'elle ne pourra pas se renouveler très, très facilement et très rapidement. En revanche, il y a une eau qui est là en abondance et qu'avant qu'on l'épuise, il faudra là pour le coup des centaines d'années, voire des milliers. Cette eau, c'est l'eau de mer. Et vous le savez, l'eau de mer, elle a un grave problème, c'est qu'elle est salée. Et le fait qu'elle soit salée, elle est impropre à la consommation humaine, elle est impropre également pour l'utiliser pour l'agriculture, puisque le sel euh, est un élément qui est nuisible aux êtres vivants, notamment aux végétaux, en trop grande quantité évidemment. Alors la solution, c'est de construire ce qu'on a appelé des usines de dessalement d'eau de mer. Alors c'est un système assez particulier, assez coûteux en énergie, puisqu'il faut filtrer, si vous voulez, l'eau de mer pour n'en garder que l'eau pure, l'eau douce, qu'on appelle l'eau douce, sans le sel. Alors c'est très compliqué, ça a aussi des conséquences sur l'environnement, puisque quand vous aspirez l'eau de mer, vous aspirez non pas que de l'eau, puisqu'il y a des organismes vivants, hein, des mini-organismes, le plancton par exemple, ou des petites crevettes, des choses comme ça, des poissons même. Et donc forcément, ça a des conséquences environnementales, mais c'est une des solutions qui sont trouvées en ce moment dans le monde, et surtout dans les pays riches, puisque ça coûte beaucoup d'argent pour trouver de l'eau douce en grande quantité. Voilà, on en a fini avec cette première partie sur l'Arabie saoudite. La deuxième partie, je le disais donc, ce sera vendredi. Ce sera la dernière séance a priori à distance. Donc vendredi, vous aurez un croquis de paysage à faire. Ce sera à partir de cette photographie-là que vous avez, hein, que vous aviez en document. Je vous donnerai trois possibilités de croquis. Ce sera à vous de choisir le bon, de réaliser la légende qui convient. On corrigera ensemble et également il y aura un petit exercice pour la deuxième partie de ce chapitre, là où on parlera des fortes contraintes naturelles dans l'ensemble du monde. On fera une carte, un planisphère mondial où on essaiera de repérer les principales zones où on trouve des fortes contraintes naturelles.
Voilà, on se retrouve vendredi. Je vous souhaite bon courage pour la suite de ce confinement. À bientôt.